Bon après-midi, merci de nous rejoindre sur la nationale Coloma. Comme chaque dimanche, dans votre émission Dites-moi tout, docteur, nous vous proposons des thématiques alléchantes tous les dimanches après le journal de 13 heures. Et aujourd'hui, par exemple, nous nous intéressons à toute personne, enfant, adolescent, homme grand H, qui souffrirait de maladies mentales ou psychiques. Quels sont les signes précurseurs, les facteurs de risque? La prise en charge, les éléments de réponse, c'est tout de suite avec notre spécialiste du jour, professeur Morifodé Doucouré, maître de conférences, agrégé des universités, pédopsychiatre et psychiatre au CHU, donc en même temps chef de service. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième match de cette émission. Pour participer, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous avons quelques questions pour vous. Mais la première, c'est tout de suite après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler du thème du jour, notamment pédopsychiatre, psychiatre. Certains vous indexent comme médecin des fous, mais vous n'êtes pas un, car vous êtes spécialisé en santé mentale. Vous diagnostiquez, traitez ou vous tentez de prévenir la souffrance psychique en général. Professeur, comment présentez-vous cet état chez vos patients? Bien, merci madame pour cette invitation, parce que c'est avec un grand plaisir que je réponds aux questions concernant la psychiatrie de façon générale, concernant les personnes souffrant de troubles mentaux, parce qu'ils ne sont pas compris et les gens ne sont pas suffisamment informés. Beaucoup présentent des troubles d'ordre psychique, mais ni ces personnes ni leur entourage ne savent qu'il s'agit de troubles psychiatriques. Donc lorsque l'occasion est donnée, c'est avec plaisir que je me prête à ces questions, parce qu'il s'agit d'informer la population concernant leurs problèmes de santé, un problème qui n'est pas souvent reconnu comme tel. D'accord. Vous savez, je vais vous dire que l'être humain est divisé en deux parties. Il y a le corps qu'on voit, qu'on peut toucher, mais également il y a l'esprit, qu'on appelle le mental, ou le psychisme, qui peut également souffrir. Entre les deux parties, il y a une interdépendance. Les problèmes d'une partie peuvent avoir des répercussions sur l'autre partie, vice-versa. Ceci étant, il existe plusieurs types de troubles psychiatriques. D'accord. Et chez l'enfant, à commencer depuis sa naissance, à l'adolescence, ça existe aussi, à l'âge adulte, même au cours du troisième âge. Donc, la pédopsychiatrie, c'est cette spécialité qui s'occupe des troubles mentaux et du comportement de l'enfant et de l'adolescent. La psychiatrie concerne les adultes. D'accord. Professeur, comment se présentent-ils les symptômes chez les personnes souffrant donc, de ce phénomène ou de cet état de trouble? Voilà. Mais, merci. Vous savez, quand vous demandez les manifestations, c'est une question très vague, mais je vais essayer de répondre. Alors, vous savez, de nous cadrer. En psychiatrie, il existe des dizaines et des dizaines de maladies. D'accord. Et chez l'enfant, il y a des groupes de maladies. Chez l'adolescent, également chez l'adulte. Donc, les manifestations sont fonction des types de troubles présentés. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire « Oh, il est fou ». Mais aucune maladie ne s'appelle en psychiatrie la folie. Aucune maladie, ce n'est que la dimension médiatique et sociale des troubles mentaux. Donc, il n'y a aucune maladie. Mais je vais prendre un type de maladie qui était le thème de la journée mondiale de santé mentale de cette année. La dépression, parlons-en.
Quand je prends la dépression, c'est une maladie en psychiatrie. Et ça porte sur une partie de la vie mentale qu'on appelle l'humeur. L'humeur, c'est cette partie de la vie mentale qui nous permet d'être content lorsqu'il faut, d'être triste lorsqu'il faut et de rester neutre lorsqu'il faut. Il y a un dérèglement. Quand ça se fait dans le sens de l'abaissement, on parle de dépression. Voilà une des maladies en psychiatrie. Lorsque quelqu'un présente, il aura ce qu'on appelle la tristesse l'humeur, mais qui va s'exprimer à travers des sentiments négatifs. Je ne suis plus comme avant. J'ai perdu mes capacités. J'ai fait des sentiments de remords, parfois même des sentiments de culpabilité. La personne peut s'attribuer des choses, peut dire qu'il a fait des choses alors qu'elle n'a pas fait. Et il y a également un deuxième signe qu'on appelle le ralentissement psychomoteur. Quand vous posez la question, la personne aura du mal à se retrouver. Quand il parle, ça sera de façon lente et presque inaudible. Quand il marche, ça sera de façon lente. Donc les gestes sont également ralentis. Mais ça entraîne vraiment une douleur importante qu'on appelle la douleur morale. Parce que la personne va trouver, c'est un désespoir total. Et la personne, le plus souvent, va chercher à se donner la mort parce que c'est la seule issue pour lui faciliter la vie. Oui. Voilà. D'accord. Alors, professeur, avant de demander les facteurs de risque, les causes de la maladie, vous pouvez nous faire un rappel sur la journée internationale et nous parler un tout petit peu les moments forts de cette journée? Bien, cette journée, c'était le 7 avril. Ce que j'ai pu faire au cours de cette journée, ce que je pourrais vous raconter. Allez-y. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, j'ai animé une émission sur la dépression à la radio Familia FM. Et je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les fidèles auditeurs. Il y a eu beaucoup de questions. Ça a été un des points forts de cette journée. Et cette journée, certaines activités ont été différées. Le 7, il y aura encore une table ronde sur la dépression. Et je crois que c'est la RTG qui va couvrir ça. Cette table ronde. Et je crois que ce sera la deuxième partie forte de cette journée. Alors, tout se passe à Conakry et à l'intérieur? Oui, tout se passera à Conakry. À l'intérieur, non? Non, à pas de programme. Non, à l'intérieur, non. Alors, nous revenons sur notre promenade de santé au CHU, cette fois-ci de Donka. C'est là-bas se trouve le centre psychiatrique. Alors, quels sont les facteurs de risque de la maladie, les causes principales? Vous savez, en psychiatrie, les maladies, on peut diviser en deux grands groupes. Il y a des troubles psychiatriques d'origine organique, c'est-à-dire un problème du corps, un problème somatique, peut entraîner secondairement des problèmes, de souffrance mentale. Il y a un deuxième groupe de troubles qu'on appelle les troubles psychiatriques fonctionnels, où on ne retrouve aucune lésion qui puisse expliquer l'apparition de la maladie. Cependant, de façon générale, il existe des facteurs de risque. Ces facteurs de risque, on les divise généralement en trois. Il y a des facteurs prédisposants, il y a des facteurs déclenchants, il y a des facteurs perpétuants de la maladie. Si je prends les facteurs prédisposants, il y a la génétique. Donc, le fait qu'il existe des antécédents familiaux de certains troubles peut expliquer l'apparition. Si c'était chez les ascendants, les descendants peuvent en avoir. Mais ça ne suffit pas le fait d'être ce côté génétique. Mais deuxième facteur prédisposant, c'est la personnalité, la manière d'être de chacun. Ce qui différencie chacun des autres peut faire le lit, certains types de personnalités peuvent faire le lit de certaines maladies mentales. Mais également, le genre, le fait qu'on ait du sexe masculin ou du sexe féminin peut faire le lit de certaines maladies, peut exposer au développement de certaines maladies. Mais également, il y a la période de vie, selon qu'on est enfant, adolescent ou sujet adulte. Donc, c'est aussi ce sont des facteurs prédisposants. À côté des facteurs prédisposants, il y a des facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, en général, ce sont les événements de vie. Ça peut être des événements positifs ou négatifs. Le mariage, la perte d'une personne chère, la perte de l'emploi,
le chômage, le divorce, la mésentente, avant le divorce même, la mésentente, la séparation, la maladie grave d'une personne chère, etc. Il y en a beaucoup. La pression du travail, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Si on travaille sans repos, ça peut aboutir à ce qu'on appelle le burn-out, c'est l'épuisement par le travail, c'est possible. Donc, il y a beaucoup de facteurs de risque. Même le bruit, l'insécurité est un facteur déclenchant. Donc, on peut être prédisposé, s'il n'y a pas de facteur déclenchant, on ne développe pas la maladie. On peut avoir des facteurs déclenchants, si on n'est pas prédisposé, on ne développe pas la maladie. Il faut qu'il y ait une combinaison de ces différents facteurs. Maintenant, certains facteurs déclenchants peuvent être des facteurs perpétuants. S'il y a un conflit qui déclenche la maladie, ensuite, il n'y a pas de résolution de ce conflit devient en même temps un facteur déclenchant, mais un facteur perpétuant de la maladie. Alors, professeur, comme on parle de pédopsychiatre et psychiatre, donc on va parler un tout petit peu des enfants aussi, des adolescents. Est-ce qu'aujourd'hui on peut évoquer des adolescents à risque et les enfants prédisposés à contracter ou à être un peu, comment on appelle ça, un peu avoir une incapacité limitée ou une incohérence dans leur comportement? Oui, en matière de pédopsychiatrie, vous savez, beaucoup de personnes pensent dans notre culture que les enfants sont heureux, ils ne sont au courant de rien, et ils n'ont pas de problème. Mais c'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Oui. Et vous savez, même un nouveau-né sait si sa maman va bien ou pas. Un nouveau-né. Parce qu'il y a quelque chose entre les enfants et l'environnement. L'environnement, ça peut être la maman, ça peut être le père, ça peut être les frères et les sœurs, qu'on appelle les interactions, l'action réciproque et interdépendante entre les enfants et les adultes. Lorsqu'il y a perturbation de ces échanges, ça peut avoir des conséquences dramatiques au niveau de la structuration de la personnalité des enfants. Donc, c'est vrai, lorsque l'enfant évolue dans un milieu pauvre au niveau relationnel, c'est un facteur de risque important. Lorsque l'enfant évolue dans un milieu où les relations entre les parents n'est pas de bonne qualité, c'est un enfant à risque. Lorsque l'enfant évolue avec un des parents qui présente une maladie grave, ça peut être somatique, ça peut être psychique, c'est un facteur de risque important. Lorsque l'enfant évolue dans une situation de maltraitance, on traite mal les enfants, c'est un facteur de risque, c'est potentiel. Donc, il y a assez, vous savez ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, l'enfant est le fruit de son milieu. Ils dépendent entièrement de leur environnement. Moindre modification de cet environnement est ressentie par l'enfant. Puisqu'ils ne peuvent pas expliquer selon leur âge, ça va s'exprimer très souvent à travers le corps, parce qu'ils vont présenter des problèmes de santé, ça, il ne faut pas l'oublier, à répétition. Mais très malheureusement, l'aspect psychologique n'est pas pris en compte par la plupart des personnels soignants. Donc, l'enfant là va présenter beaucoup de problèmes de santé, on va faire beaucoup d'examens, on ne trouvera rien. Ou bien, l'enfant va exprimer à travers sa scolarité, les résultats. Vous ramassez des mauvaises notes à chaque fois. Ah oui, dès que vous voyez un enfant, un bon enseignant, vous voyez que l'enfant était très bien, il commence à avoir les notes commencent à fléchir, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas. Un enfant qui avait une bonne relation avec les autres, on se rend compte à un moment donné, non, il ne s'intéresse plus aux autres, il est trop calme, on doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas. Mais très malheureusement, les gens n'ont pas ce réflexe. Et c'est ce qui fait certaines écoles ont commencé à introduire les cours de pédopsychiatrie au niveau des écoles, non seulement des médecins, des futurs médecins dans le cursus universitaire, mais également au niveau de l'école des infirmiers et des sages-femmes. Alors, on a parlé des enfants à risque, les bébés, les enfants à risque, les adolescents aussi prédisposés. Est-ce que les parents peuvent-ils avoir un lien, un rapport avec ces différents comportements?
Oui, les parents peuvent avoir beaucoup de relations. Comme Bon, pourquoi, par pas, on exemple? ne doit pas les culpabiliser. Si vous avez votre enfant, vous ne l'approchez pas, vous le laissez à Vous n'êtes distance. pas affectueux Il avec n'est votre... pas, oui, ça, Ça tous joue les enfants beaucoup, hein. demandent ça, l'enfant ne demande que ça. On n'a pas besoin d'être riche pour éduquer un enfant. Même comme, Pour donner une affection à un euh, enfant, non, non. On non, n'a non, pas non, besoin ça, on d'être n'a pas riche. besoin d'être riche. Non, non, ça c'est vrai. Et demander à l'enfant, même commissionner un enfant, ça veut dire je t'aime. Imaginez-vous, madame, lorsque vous avez beaucoup d'enfants à la maison, commissionnez un, ils vont tous courir pour aller faire, parce qu'ils veulent faire plaisir aux parents. Aux parents, tout à fait. Voilà, les enfants aiment bien ça. Donc, on doit s'intéresser à l'enfant. Ailleurs, si vous ne nous occupez pas de l'éducation de l'enfant, on peut vous retirer pour carence éducative. Donc, lorsque cette relation n'est pas de bonne qualité, oui, ça peut être à l'origine des problèmes de l'enfant. Lorsque les parents se battent régulièrement devant l'enfant, mais c'est une catastrophe pour leur tête. Tous S'insulter les également, enfants ont peur que papa et maman se ne battre. se séparent. Tous les enfants ont peur de cela. Et nous avons fait des études sur certains problèmes, nous avons rencontré, par exemple, sur les difficultés scolaires. Les enfants issus de couples séparés, divorcés, sont plus sujets aux difficultés que les enfants qui sont issus de parents ensemble, où tout le climat est bon. Donc, et statistiquement, la différence était significative. Alors, professeur, vous avez parlé tout à l'heure vous avez touché tout à l'heure un enfant qui avait de bonnes notes en classe, qui travaillait bien, qui était jovial avec tout le monde, se met un moment à côté, il s'intéresse à personne. À quel moment donc parle-t-on d'assistance à ces enfants ou à ces personnes concernées? Lorsque ça doit être immédiat, ça ne doit pas attendre. Dans nos écoles, je reviens un peu en arrière, dans nos écoles, ces éléments manquent à la formation, à l'éducation et apporter cette assistance à l'enfant qui était brillant en classe, qui ramassait de très bonnes notes et qu'il se retrouve parmi les, bon, pas les médiocres, mais que les notes commencent à flasher, tout ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'éducation pense, ou les éducateurs pensent à l'enseignement pense à ça, aider les enfants à cette assistance, c'est-à-dire pédopsychiatre ou pour leur permettre de savoir exactement de quoi l'enfant souffre? Oh, vous savez, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit dès le début, les gens pensent que les enfants ne souffrent pas, ils sont toujours heureux. Malheureusement, ils sont les premiers venus, c'est la couche la plus fragile. Normalement, même lorsque un enfant redouble plusieurs fois sa classe, au lieu de dire aux parents, bon, il faut l'envoyer pour faire un métier, c'est d'abord dit, il faut l'envoyer à l'hôpital pour une consultation. Parce que difficulté à l'école, difficulté scolaire est un problème de santé. C'est un problème de santé. Professeur, dans ce cas de figure, qui on doit rencontrer, par exemple, pour une telle consultation? Normalement, dans chaque école, il doit y avoir un dispensaire. Dans chaque école. Lorsqu'il y a problème, on appelle soit l'infirmier, on informe l'infirmier. Normalement, il doit y avoir des psychologues cliniciens dans chaque école. Et il doit y avoir des éducateurs spécialisés. Ces éducateurs spécialisés, normalement, dans leur cursus, suivent des cours de pédopsychiatrie. Ils font des stages dans les services de psychiatrie. Donc, voilà. Parce qu'à l'école, c'est une équipe qui travaille, qui doit travailler. Pas que les enseignants. Il y a d'autres personnes qui interviennent lorsqu'il y a problème. Donc, c'est un travail en réseau. Donc, lorsqu'il y a des inquiétudes par rapport à un enfant, ce n'est pas, c'est de dire à l'infirmier, ah, il y a cet enfant-là, on constate actuellement un changement dans son comportement. C'est à l'infirmier ou au psychologue d'orienter vers ou appeler les parents, leur expliquer, essayer de faire une consultation. L'école française fait. Non, il y a certaines écoles qui font. Il y a les moyens peut-être qui. Non, ce n'est pas question de moyens, c'est question d'information. D'accord. Voilà. Si les gens sont informés, ils peuvent le faire. Mais s'ils ne sont pas informés, ils ne feront pas. Ok. On a parlé d'assistance à ces enfants, du côté pédopsychiatre et psychiatre. Alors, la prise en charge, professeur, parlez-nous un tout petit peu. Comment ça se passe au CHU donc? Bien, lorsqu'il y a consultation pédopsychiatrique, la prise en charge, ça commence par la consultation.
Et cette consultation-là se passe en 3 temps. Premièrement, on écoute les parents qui vont nous dire pourquoi ils ont envoyé l'enfant. On les écoute. Et ensuite, on s'entretient avec l'enfant, mais en demandant aux parents de nous excuser. Parce qu'il faut respecter la confidentialité. Même les enfants, ils ont besoin de la confidentialité. Parce que on doit avoir quelque chose doit exister entre nous et ces enfants et leur famille. C'est la relation thérapeutique. Le secret, oui. C'est la relation thérapeutique, elle est fondée sur la confiance. Et lorsque vous interrogez l'enfant devant les parents, il ne peut pas dire ce que mon papa a dit, ce n'est pas vrai. Il ne le fera pas. Non, il ne le fera pas. Et si vous gardez les parents, il peut arriver que les enfants n'arrivent pas à parler comme tenir des discours adultes. En ce moment, il y a d'autres activités. Et on commence les consultations de l'enfant depuis que les parents sont en train de s'exprimer. On voit leur réaction par rapport aux propos des parents. Mais également, on voit ce qui se passe entre l'enfant et son entourage pendant la consultation. Ensuite, on fait sortir et parfois même on donne des activités à l'enfant, dessiner, ou bien on donne des jouets, on voit comment ils font. Ça dépend de l'âge. Mais les plus petits, on utilise beaucoup le jeu. Ceux qui vont à l'école, on utilise les activités scolaires. Parfois, vous donnez crayon, papier, l'enfant reste sans rien faire. Il s'exprime là. Non, parfois ils peuvent rester sans rien faire. Aucune initiative. Ça a une signification. Donc, on tient à garder le secret que l'enfant nous confie. Si l'enfant dit des choses, parfois, lorsque les parents reviennent après l'entretien avec l'enfant, on revoit, on rappelle les parents et on échange avec les parents en présence de l'enfant. Pendant ce temps, on ne dit pas tout ce que l'enfant nous a dit. Ah non, il ne faut pas le faire. Il y a des choses, même si on doit demander aux parents, on doit dire aux parents, c'est après. On diffère. On fait de sorte que ce ne soit pas immédiat, quoi. Voilà, que ce ne soit pas immédiat. Sinon, c'est comme si l'enfant prenait les problèmes de la famille, venait l'exposer ailleurs. Et c'est comme ça que beaucoup de parents réagissent. Et il faut respecter. Et si on doit dire certaines choses que l'enfant nous a dit, si on doit raconter aux parents, on informe l'enfant, on demande son accord. Il faut le respecter. Oui, les enfants sont des personnes à part entière. Des fois, ils donnent leur accord. Oui, et s'ils ne disent pas non, on ne dit pas. D'accord, vous gardez pour vous. Oui. Alors, professeur, est-ce que vous avez parlé des 3 étapes? L'entretien avec la maman et l'enfant tout seul, et puis on rappelle les parents pour assister. Oui, pour discuter ensemble, pour expliquer quelque chose. Voilà. Parce que si les gens viennent vous voir pour un problème, il faut leur dire quelque chose. Ça, c'est le côté des adolescents. Maintenant, des enfants et les adolescents. D'accord. Maintenant, comment ça se passe avec les adultes c'est la même procédure. Hein. C'est la même procédure. Et on voit toujours les parents en présence du patient pour éviter que les gens disent que vous êtes en complicité avec les parents. À quel moment donc vous proposez par exemple à un patient d'être administré au centre? C'est devant les manifestations cliniques. Il y a plusieurs raisons. Si son état nous semble dangereux pour lui-même et pour son entourage, parce que ça peut être le cas. Si un malade ne s'alimente pas, tous les membres de la famille sont désignés comme étant des persécuteurs. Donc, ça va être difficile et il ne se reconnaît pas malade, ça dépend du type de pathologie. Il ne se reconnaît pas malade, donc il ne va pas prendre le traitement. Donc, on demande aux parents, on propose aux parents de le laisser pour que les soins soient administrés au niveau du centre. Ça, c'est très important. Si les parents acceptent, c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers. Et en ce moment, même si le malade ne veut pas prendre les médicaments, on peut faire le traitement sous contrainte. Ça, c'est autorisé par la loi. Alors, si vous ne faites pas ça, c'est la non-assistance de personnes en danger. Et si le malade, même s'il ne veut pas, mais quand même on l'explique, qu'il doit avoir un traitement, vous devez être hospitalisé. Mais l'hospitalisation, ce n'est pas pour toutes les maladies, c'est vraiment une décision de 3e niveau. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'ils viennent vous voir accompagner des parents pour des problèmes d'addiction? Comment doit être leur cas? Comment vous devez traiter leur cas? Bon, des cas d'addiction
en cas de dépendance. Dépendance, Parce tout à fait. qu'addiction, on va dire quelque chose à la D'accord, portée du grand public. Dépendance. Dépendance, c'est-à-dire qu'ils sont dans la consommation De des la substances drogue. psychoactives. Ça peut être le tabac, l'alcool, le cannabis, ou comment on appelle l'éther, col, beaucoup de ou bien, voilà, des substances traditionnelles, ou bien ça même des médicaments qui sont dont la prescription, la commercialisation utilisée, autorisée, mais ils sont détournés de leur utilisation habituelle. Et à ça, actuellement, vous avez des gens qui consomment beaucoup de Valium. Ils se droguent avec le Valium. Donc, lorsqu'il y a des situations comme ça, on fait une analyse de la situation. Comment est-ce que la personne est rentrée dans cette situation? Quel a été le point de départ? Quelles ont été les premières sensations? Et où il en est actuellement. Et lorsque c'est le cas, on essaie d'abord de sensibiliser les parents. Ce n'est pas parce que votre enfant est dans cette situation qu'il faut le rejeter. Si vous le rejetez, vous l'enfoncez. Donc il faut sensibiliser les parents. Nous savons tous où les trouver. Mais ce n'est pas tout le monde qui prend. Si quelqu'un s'accroche, c'est que c'est un problème de santé. Donc, il en souffre aussi. Il faut l'aider à s'en sortir. Et pour aider les gens qui sont dans la dépendance, de façon générale. Et cette dépendance, ce n'est pas seulement avec les toxiques, ça peut être au jeu. Il y a des gens qui jouent au PMU, ils sont dépendants. Hein? Tout à fait. À Guinée Games, ils sont dépendants. Même s'ils ne gagnent rien. Ils peuvent même s'endetter pour jouer. C'est une autre forme de dépendance. Oui, hein? oui, il y a la dépendance au jeu. Mais ça se guérit? Oui, si ça pose problème à la personne, oui. Et aujourd'hui, aux nouvelles technologies de l'information, à l'Internet, j'ai vu des adolescents qui étaient complètement dépendants. À l'Internet. Ils ne pouvaient même plus aller à l'école, ils passaient toute la nuit derrière le petit écran. Donc, quand il y a dépendance, la première des choses, c'est motiver la personne pour qu'elle accepte de rentrer dans le processus de prise en charge. Parce que si vous utilisez la force, ça ne marchera jamais. D'accord. Professeur, les différents types de thérapie, ça se passe comment? C'est médicamenteux? Je ne sais pas. Bon, il y a deux grands types de thérapie, de traitement. Un, le traitement médicamenteux. Bon, lorsqu'on utilise des médicaments, il y a des groupes de médicaments. Et les médicaments que nous utilisons le plus souvent sont appelés les psychotropes. Il s'agit des médicaments qui agissent sur l'appareil psychique. Il y a beaucoup de sous-groupes en fonction de la pathologie, des problèmes présentés par le malade. Le deuxième volet du traitement, et c'est toujours obligatoire, c'est le traitement non médicamenteux qu'on appelle les psychothérapies. Il y a plusieurs types de psychothérapie. Donc, on ne prescrit pas de médicaments, mais on travaille avec la personne. Et parfois, de dialogue, quoi. Ouais, on échange. D'abord, c'est pas, les gens pensent que la psychothérapie, c'est donner des conseils. Non, c'est au-delà. Ce sont des techniques bien structurées. Il y a plusieurs types de psychothérapie. Voilà. Il y a la thérapie, il y a la psychanalyse. Oui, tout à fait. Il y a nos téléspectateurs qui nous ont envoyé quelques questions pour vous, mais ça, on va vous le poser tout à l'heure. Et professeur, lorsque nous sommes allés vous rencontrer, on a vu qu'il y a extension, hein, on observe qu'il y a extension au niveau du CHU d'Onka. Est-ce que votre centre est concerné? Car la capacité, selon ce qu'on a vu, est un peu limitée, quoi. Bon, vous savez, avant le projet de rénovation, extension, équipement, on avait une capacité de 62 places. Bon, c'est vrai, il y a des moments où on a plus de 100 malades. Comment vous faites? Comment vous gérez Oui, cela? c'est très compliqué. Comment vous gérez? Expliquez-nous. Peut-être que à partir de cette émission que l'on peut trouver une solution. On fait ce qu'on peut. Il y avait des malades, une salle qui doit prendre 12 personnes. Vous pouvez trouver 30, oui. Il y en a des malades qui étaient même couchés sur des matelas. Oui, avant même ce projet, les lits qui sont là-bas, ce sont des lits qui sont là depuis 1999. Donc ce sont des trucs, beaucoup sont cassés, rouillés. Heureusement qu'il y a ce projet. Et le service de psychiatrie fait partie de ce projet de rénovation, extension et équipement. Et bientôt, on doit même déménager, mais on va fonctionner à capacité très, 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 très réduite. Alors, comment est-ce que vous allez gérer vos malades? Bon, il y aura moins d'hospitalisation, très peu d'hospitalisation,
on n'a pas le choix. Allez-y. Il y aura très peu d'hospitalisations. Bon, c'est le cas de tous les services. Aucun service ne fonctionne actuellement. Alors vous, en ce moment, vous serez où? Le centre sera Il y a relogé où? actuellement une partie des services des maladies infectieuses qui a été un peu réaménagée pour que nous venions là-bas sécuriser. Vous savez, tout ce que j'hospitalise, sont des hospitalisations à la demande d'un tiers. Les 100% des malades qui sont hospitalisés, aucun ne veut rester. C'est l'entourage qui a fait la demande d'hospitalisation. Donc, c'est un service fermé. Donc, la porte n'est pas ouverte. C'est fermé. Il y a toujours quelqu'un qui surveille. Sinon, les gens vont partir. Les patients vont partir. Donc, on va réduire on va réduire beaucoup la capacité. On attend d'abord que le local soit mis à notre disposition. On verra ce qu'on peut faire. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui il y aura combien de places. Ça, je ne peux pas vous dire maintenant. Alors moi, je voulais encore revenir un peu en arrière pour parler un peu, pour nous rappeler les statistiques au centre psychiatrique de Conakry. Donc. Bon, vous savez, lorsque je prends les données qu'on a à la fin de chaque année, le nombre de nouveaux patients que nous recevons par an, c'est en moyenne 1200 nouveaux malades que nous recevons par an. Il y en a qui sont hospitalisés, très peu sont hospitalisés, beaucoup c'est à titre ambulatoire. Il faut suivre le traitement. Voilà, ils suivent le traitement, on les voit régulièrement, c'est comme ça. Alors, professeur, moi, je suis tellement africaine que je voulais savoir, les malades qui sont admis chez vous, est-ce que vous acceptez que les parents associés qui pensent que le comportement qu'ils ont, que c'est un peu surnaturel, associé un peu au talisman, est-ce que vous acceptez cela? Je vous dirais non. Parce qu'il faut être très clair, nous sommes dans un centre... c'est hospitalo-universitaire. Il faut éviter la confusion. Ça, c'est extrêmement important. Les approches ne sont pas de même. Nous avons notre approche parce que dans notre travail, toutes les idées à problème, on doit faire aider le patient à s'en débarrasser. Toutes les croyances à problème, une croyance qui peut renforcer la souffrance psychologique du patient, il faut l'aider. Et si nous continuons avec cette pratique, je ne suis pas contre. L'essentiel, moi je sais, on m'a appris dans ma formation, je sais telle maladie, comment ça survient, et par quel mécanisme, etc. Et c'est par le biais de certains de ces concepts théoriques que le médicament agit. Et on peut reproduire de façon expérimentale certains troubles. Donc, à ce niveau, je fais attention, je n'accepte pas, parce qu'il faut éviter la confusion. Il faut éviter la confusion, voilà. C'est le message, je crois que c'est bien, et ça tombera peut-être dans de très bonnes oreilles. Professeur, c'est bientôt la deuxième partie de l'émission, mais avant, il y a quelques personnes qui nous ont envoyé des messages pour savoir, comme tout le monde ne peut pas nous joindre via le téléphone, veut savoir pourquoi le seul centre psychiatrique sur toute l'étendue du territoire national. Bien, bon, là, c'est une question je n'ai pas la réponse. Peut-être que je n'ai pas la réponse à cette question. Ce n'est pas le seul centre. C'est pour rectifier un peu, parce qu'il y a un centre de santé mentale à Zérégoré. D'accord. Et depuis plusieurs années, ce centre existe, mais il n'était pas très fonctionnel. Mais actuellement, il y a un médecin qui travaille dans ce centre. Ça a été construit par des ONG. Lorsqu'il y avait beaucoup de réfugiés libériens et lyonnais dans la région forestière. Donc ce centre est fonctionnel. Et également, il y a une ONG qui évolue dans le domaine de la santé mentale, FMG. Ils ont je crois qu'ils ont un centre à l'Abbé. Bon, je ne sais pas s'ils en ont à Mamou. Même à côté de Kiné, ils ont un centre aussi. Donc ce n'est pas le seul centre, mais le seul grand centre, c'est Donka. Et je crois que c'est un problème de programmage, de planification. Parce qu'il y a quelque chose aussi, je vais profiter de l'occasion pour le dire. Beaucoup pensent qu'il faut construire un hôpital psychiatrique. Et je crois que c'est un peu contraire à ce que demande l'OMS et ce que nous voulons.
Parce que imaginez-vous le service de psychiatrie au sein de l'hôpital national d'Onka, et ça facilite la déstigmatisation des malades mentaux. Imaginez-vous, on va construire un autre centre à Zérékoré, mais il faut créer des services de psychiatrie dans les hôpitaux régionaux, progressivement même dans les hôpitaux préfectoraux. Il faut aller vers la population pour diminuer les coûts. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on peut mettre dans la construction d'un hôpital psychiatrique, ça peut créer des services de psychiatrie dans toutes les régions administratives. Donc, on sera plus proche de la population. De la population de façon générale. Oui. Et je crois que c'est plus important. Et le coût devient un peu moins cher, quoi. Alors, professeur, il y a un autre qui demande, est-ce que ces malades mentaux peuvent-ils guérir à 100% et sans séquelles et intégrer la vie active? Très rapidement, oui, ça dépend de la pathologie. Je connais beaucoup de patients que j'ai commencé à suivre pendant qu'ils n'avaient pas le brevet. Aujourd'hui, ils ont terminé l'université, ils travaillent, beaucoup sont mariés. C'est un problème de compréhension et d'acceptation et de persévérance. Ceux qui sont hypertendus, sont-ils guéris de leur hypertension artérielle? Ceux qui sont diabétiques, sont-ils guéris de leur diabète? Ce n'est pas tous les troubles psychiatriques qui entraînent une incapacité intellectuelle. Au contraire, il y a des troubles qui ne surviennent que sur des terrains intellectuellement riches. Très bien dit. Donc ce n'est pas une fatalité. Très bien. On peut avoir des troubles psychiatriques et être correct dans la société. L'autre nous demande, qu'en est-il de la formation des jeunes psychiatres? La formation pour assurer la relève, ça se prépare? Bien sûr, ça se prépare, parce que à part moi, j'ai un maître assistant, il y a 2 assistants. Bon, il y a d'autres spécialistes, ils sont partis en France, il y a 2 qui sont partis en France, ils ne sont pas revenus. Pourquoi ils ne sont pas revenus, professeur? Vous pouvez nous dire un tout petit peu pourquoi ils ne sont pas revenus? Parce que le traitement est mieux là-bas qu'ici. D'accord. Voilà, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. On traite mieux là-bas qu'ici. Pourquoi ne pas créer des conditions pour qu'on les traite mieux ici aussi, pour qu'ils restent? Parce qu'on a besoin de bons psychiatres. Je crois que ça c'est plus que moi. Et je vais vous dire, ce n'est pas patriotisme. Tous les maîtres de conf agrégés que vous avez reçus ici, ce n'est pas patriotisme. Même si vous voyez nos collègues du Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, ce n'est pas le même traitement. Ça se sent, on le voit, c'est voilà. Ça. Professeur, vous avez bien dit, hein, le traitement d'ici et ailleurs, c'est différent, carrément. Alors, il y a celui-là qui veut savoir, peut-on connaître la différence entre psychiatre, psychologue et psychanalyse? Vous l'aviez, en tout cas, vous avez parlé de ça tout à l'heure, mais il n'y avait pas de psychanalyse. Si. Bien, la psychanalyse est une psychothérapie, un traitement sans médicaments. Tout le monde peut être psychanalyste, il suffit que vous soyez analysé par un psychanalyste. À la fin de l'analyse, on peut vous délivrer une attestation pour dire que vous pouvez aussi analyser votre tour. Donc, on peut être enseignant, tout le monde peut être psychanalyste. Hein. Et le psychologue, la psychothérapie, c'est un type de traitement. Les psychologues sont formés à la faculté des lettres, la faculté des sciences. Donc, ce ne sont pas des médecins. Habilité à faire une ordonnance? Non, il ne peut pas faire une ordonnance. Un psychologue ne peut pas faire une ordonnance. Et le psychiatre... Son traitement est basé sur la thérapie? La thérapie, psychothérapie. Ou bien faire les tests, les examens complémentaires. Parce qu'on a besoin de psychologues cliniciens. Mais très malheureusement, à part le docteur Chérif qui est rentré, et il travaille à son propre compte, on n'a pas de psychologue clinicien. Sinon, dans une équipe de services de psychiatrie, il faut obligatoirement des psychologues cliniciens. Parce pour compléter, vous? Oui, bien sûr, pour faire certains bilans. Les tests, on a besoin de ça, surtout dans la psychiatrie de l'enfant adolescent, j'ai besoin de psychologues cliniciens. Alors, le numéro Ensuite, le psychiatre, c'est un médecin qui a fait sa formation universitaire. Vous êtes psychiatre. Voilà, je suis psychiatre et après on fait la spécialisation, on devient psychiatre, donc ce sont des médecins. C'est la différence. Le message est bien parti. Et celui-là demande ceux qui sont les personnes qui sont qui souffrent de cette maladie, s'ils sont héréditaires, ont-ils la chance
de guérir un jour? Bon, vous savez, madame, le thème de guérison, je demande très souvent à ceux qui me posent la question, je dis, qu'est-ce que vous entendez par guérison? Parce que, Professeur, vous avez dit tout à l'heure que vous ne les traitez pas de fous. Par contre, dans la société, on leur traite de fous. Est-ce que s'ils vous consultent, par exemple, ils peuvent s'en sortir, revenir à la vie bon, normale, quoi, raisonner normalement, être cohérent, cette incapacité qui était là soit réduite au maximum? vous savez, il y a une des maladies chez les jeunes gens, qui peut arriver chez les jeunes gens, qui peut détruire certaines formes cliniques, qui peut détériorer les capacités intellectuelles. C'est une des formes de la schizophrénie. À part ça, les autres maladies, non. Les gens peuvent, s'ils sont bien suivis, ils peuvent continuer les études, ils peuvent bien travailler. Je connais beaucoup qui travaillent, que je suis, qui sont suivis dans le service. Beaucoup de personnes. Et des gens qui occupent des postes extrêmement importants dans l'administration. Et ensuite, je connais des gens qui quittent l'hospitalisation, ils vont faire leur évaluation. Dans l'année, ils n'ont pas de session par rapport à ceux qui sont apparemment en bonne santé. Apparemment, c'est en bonne santé. Alors, le numéro est déjà affiché au bas de l'écran. Professeur, moi, c'est une question que moi je vous pose. Qui sont vos partenaires qui vous assistent? Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'État ne peut pas tout faire. Qui vous accompagne, par exemple, des institutions internationales? Bon, je sais pas. Le premier partenaire et fidèle, c'est l'OMS. Parce que même pour l'organisation de la journée mondiale de santé mentale, c'est l'OMS qui a tout fait. D'accord. Donc, actuellement, mon service a signé un partenariat avec un centre hospitalier en France, 2 centres hospitaliers en France. Et ça permettra à certains des médecins et des infirmiers d'aller en France pour des stages. Et je crois que ça peut être encourageant. Sinon, à part eux, c'est l'État. Et il y a des personnes de bonne volonté. Il y a des ONG qui interviennent. Si je me rappelle bien, la Jeune Chambre internationale de Guinée est passée dans le service il y a quelques années pour faire beaucoup de dons au service et participer même à l'entretien du service. Il y a également, la personne n'a jamais aimé qu'on dise son nom, qu'on en parle, mais c'est une personne de très bonne volonté. Depuis 2 ans maintenant, il amène à manger dans le service. Petit déjeuner, dîner. Et avec de l'eau minérale régulièrement. Et même quand certains patients ont des problèmes, il prend en charge personnellement. D'accord. Oui. Nous sommes au terme de l'émission. Un message au public et à tous qui nous regardent aussi, les autorités également. Bien, ce que je veux dire au public, c'est qu'il m'a présenté un trouble mental n'est pas une fatalité. Lorsque les gens présentent des troubles psychiques ou du comportement, c'est de s'adresser aux services spécialisés. Ça réduit les coûts, ça réduit le temps de souffrance des personnes. Aux autorités, il faut qu'ils pensent parce que les produits en psychiatrie coûtent très cher. Et ces patients qui présentent des troubles psychiatriques, ce sont des personnes très fragiles. Subventionner les médicaments, les psychotropes, rendre leur accessibilité facile, parce que ce sont des traitements qui sont parfois longs. Les familles ne peuvent pas supporter. Et également, puisqu'il y a le projet de rénovation et extension, au-delà de cela, vraiment avoir un œil particulier sur la psychiatrie, et aider aussi, parce que même si on construit les infrastructures, il faut des ressources humaines, parce que la première richesse d'un pays, ce sont les ressources humaines, qui facilitent la formation des psychiatres. C'est extrêmement important, parce que tous ceux qui sont psychiatres en Guinée aujourd'hui ont fait leur spécialisation à partir de leur propre poche. Vous, par exemple? Oui, j'ai payé en charge. Et tous ceux qui sont là-bas avec moi, ils ont payé. Eux-mêmes, l'État n'a pas contribué. Il faut qu'on cherche des bourses auprès des institutions pour la formation. Les institutions peuvent faire, mais l'institution ne donne pas la bourse telle que l'OMS, il ne donne pas à un individu, il donne à un pays. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, parce qu'on n'a pas de psychiatre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais on est 5 pour toute la Guinée pour l'instant. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Tout à fait. Avec tous les problèmes qu'on a. La psychiatrie, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la rue, dans la maladie à virus Ebola.
Il a fallu faire la formation, beaucoup de formation pour les survivants et leurs familles. Vous savez, lorsqu'il y a un accident de la voie publique, les catastrophes naturelles, on a besoin de soutien psychologique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le psychotrauma. Même en cas d'accident de la voie publique, c'est extrêmement important. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a d'autres centres, quelques centres, par exemple en forêt. Et, un seul centre. Un seul centre. Et à Zérekoré et à Labé. Ils sont aussi des psychiatres. FMG, ils n'ont pas de psychiatre. Mais ce sont des médecins qui ont eu des formations avec, parce qu'il y a une équipe belge qui travaille avec eux. Bon, ils se débrouillent. C'est vrai que ce n'est pas comme le travail de psychiatre. Alors, quand le cas ne relève pas de leurs compétences, donc les malades sont transférés à Conakry. Bon, pour Zérekoré, c'est quelqu'un que je connais, qui a fait sa thèse dans le service, et qui a été formé, et c'est moi qui les ai proposés à l'OMS, parce que jusqu'à présent, c'est l'OMS qui le paye. Et je me demande le jour que l'OMS va arrêter de le payer, comment ça va se passer là-bas. C'est sûr. Et celui de l'Abbé? Bon, c'est une ONG, je ne sais pas comment. Alors, à l'intérieur, c'est les ONG qui gèrent. Oui, sur le centre qu'il y a à Kinya, c'est FMG, Fraternité Médicale de Guinée. C'est une ONG. Et ils ont un centre à l'Abbé, je ne sais pas où encore, mais ça, c'est une ONG. D'accord. Oui. Alors, dans ce cas de figure, professeur, vous avez un mot à dire pour faire une extension à l'intérieur, par exemple, créer quelques centres en Basse-Guinée ici et certaines régions qui demandent vraiment que cette installation de ces centres. Ce qu'on peut demander, c'est ce que je veux dire dans un premier temps. Il faut la formation. Cette formation a des prix que le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé acceptent les autorités, demander des bourses aux institutions et sélectionner des médecins volontaires, parce que pas tout le monde qui accepte de faire la psychiatrie, c'est les volontaires pour qu'ils soient formés rapidement, et la condition qu'ils partent à l'intérieur, d'abord dans les hôpitaux régionaux, parce qu'il faut aller par étapes, dans les hôpitaux régionaux, qu'il y ait des services, ou même des consultations dans ces hôpitaux. Ça va aider beaucoup la population sur place. Donc ça, c'est la première des choses au niveau des autorités. Donc si ça s'est fait, ça va beaucoup aider parce qu'il faut décentraliser. Il ne faut pas tout réunir à Conakry. Ça, je ne suis pas d'accord. Il faut décentraliser. Vous n'êtes pas d'accord que tout soit concentré à Conakry? C'est le dernier mot de notre invité de ce dimanche. Et professeur, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec professeur Doucouré Morifodé, maître de conférence, agrégé des universités, pédopsychiatre et psychiatre au CHU Donka, qui était notre invité de ce dimanche. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été servis et ravis. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de ce numéro. Du courage et félicitations à nos sœurs et frères qui sont aux côtés de nos malades qui sont dans ce centre psychiatrique à Donka. On se retrouve la semaine prochaine si le propriétaire des jours à venir le souhaite bien. D'ici là, prenez soin de vous, de votre environnement, de votre santé et souriez bien, moins de stress. Ça y va dans votre intérêt. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité de taille. Je vous le promets. La semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir et à très bientôt.